Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire en collaboration avec la société Bivolt. Donc je suis Fabien Leroy, responsable de l'expérience utilisateur, et expert produit donc sur les, logiciels de dimensionnement d'installation électrique et photovoltaïque, et je serai accompagné aujourd'hui de Jordan Djatchan de la société Bivolt. Bonjour Jordan. Bonjour, je suis Jordan Jatian, ingénieur au bureau d'études photovoltaïques de l'entreprise Bivolt. Bonjour Jordan, merci. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que Jordan nous parle d'un projet, en toiture, en double orientation, photovoltaïque. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter, le groupe Trace et après je passerai la main à Jordan pour la démonstration et donc sur un projet, concret qui a été mis, en service. Donc concernant le groupe Trace, donc composé, donc de la société mère Trace Software, donc éditeur de logiciels et prestataire, de services depuis, 35 ans dans la conception d'installations électriques photovoltaïques et de monitoring énergétique. Tracepart, donc fournisseur de contenu 2D, 3D, donc pour l'industrie. Citelia, le bureau d'études spécialisé dans les énergies, positives, notamment le photovoltaïque. BIMEMCO, donc qui met à disposition une bibliothèque de contenu, pour le BIM et Trace Digital Service qui permet de faire du développement informatique pour les différentes entités du groupe. Donc, Trace Software est présent mondialement, hein, donc à travers des filiales et distributeurs partenaires agréés dans plus de 90 pays. Donc on peut voir, sur cet écran. Aujourd'hui, on vous présente donc Archelios Pro, hein, donc le logiciel de dimensionnement, des installations photovoltaïques et calcul de productibles, et analyse, économique, donc étude de faisabilité du projet. On a également Archeoscalc qui permet de dimensionner, électriquement et normativement les installations photovoltaïques. Ensuite, côté Trace Software, nous proposons aussi au niveau de la gamme électricité, tout le package ElecCalc qui permet de dimensionner les installations électriques en haute et basse tension, notamment le multisource également. Ensuite, côté électricité, on a aussi le pack Elec, hein, qui permet de faire de la schématique. Ensuite, Green System, donc avec la Green Solution et la Green Box, hein, qui permet, de faire de la gestion énergétique, de l'optimisation, des consommations d'énergie et cetera, du relevé de compteurs et Carbone, qui permet de calculer le poids carbone, des projets, que vous allez pouvoir mener. Donc, pour Trace Software, l'accompagnement des clients est une priorité. Donc pour ce faire, on a plusieurs outils mis à disposition, plusieurs services, notamment une plateforme collaborative, pour la gestion de projet. Nous faisons de l'intégration de matériel fabricant, donc on a un service dédié pour faire, de l'intégration de contenu, fabricant. Du conseil et de la formation, donc on a un service formation, hein, qui permet de proposer des formations, que ce soit pour Archéos Pro, Archéos Calc, Elecalc, la Green Solution, et le Pack-Elec. Également un support technique et des mises à jour régulières et également, des suivis utilisation, hein, pour, prendre un petit peu les retours de nos utilisateurs pour les intégrer, à la roadmap. Donc voilà pour, le groupe Trace et les services proposés par Trace Software. Je vais pouvoir maintenant passer le relais à Jordan pour la démonstration. Hop, Jordan, juste le micro est coupé. Hop, Ok, ok. parfait. Merci Fabien, merci. Du coup, je suis Jordan Jatian, ingénieur au bureau d'études photovoltaïques Bivolt. Nous sommes une entreprise située à Lyon et spécialisée dans tout ce qui est solutions solaires photovoltaïques et aussi pour des infrastructures, pour des bornes de recharge des véhicules électriques, bien évidemment qui utilisent l'énergie solaire photovoltaïque. Nous travaillons avec plusieurs partenaires installateurs et aussi des tiers investisseurs comme le groupe Altens qui nous finance à une hauteur d'environ 20 millions d'euros par an, comme le groupe Heliospark qui nous finance à la hauteur d'environ 100 millions d'euros par an. Nous exerçons dans tout ce qui est développement complet des projets solaires photovoltaïques, c'est-à-dire partant de l'idée du cahier des charges jusqu'à la mise en service des infrastructures, des installations, y compris la maintenance et la surveillance.
Alors aujourd'hui, on a un réel plaisir de faire une démonstration, de faire un témoignage avec un outil qui est devenu aujourd'hui très indispensable dans notre bureau d'études et dans le dimensionnement de nos différents projets. C'est le logiciel Atelios Pro développé par l'entreprise Trace Software International. Là, du coup, je vais commencer le partage de mon écran pour vous présenter la quasi-totalité d'un projet qui a été construit, développé à partir du logiciel Atelios Pro. Du coup, je partage mon écran. OK. Du coup, la première phase, lorsqu'on a un projet, par exemple, ce projet qui a même déjà été réalisé, lorsqu'on a eu la charge du projet à partir du cahier des charges, le premier élément, ou alors la phase qui a suivi a été effectivement de faire des prises d'études, c'est-à-dire essayer d'évaluer le potentiel énergétique du projet, y compris les différentes contraintes et l'environnement du projet. Bon, dans le premier cas, on a utilisé l'outil SketchUp qui intègre très bien le plugin Akelios, qu'on peut très bien l'observer ici sur la barre des titres. On peut observer les différents onglets qui parlent très bien d'Akelios Pro. On peut voir les différentes vidéos pour installer le plugin. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, on peut voir l'onglet pour se connecter à l'outil Akelios Pro. C'est le premier élément. Là, je me suis déjà connecté. Mon code qui est là. On essaie encore de se connecter à nouveau. Il suffit tout simplement de valider. Après, on a un autre onglet qui est aussi très important pour importer directement l'environnement 3D. On a l'onglet qui permet d'aligner, d'orienter directement les axes vers le nord soleil, qui est très, très important aussi. Bon, cet onglet qui est indispensable, c'est pour ajouter des modules solaires photovoltaïques. L'avantage, c'est qu'ici, on peut choisir son propre fabricant et le type de module qu'on veut utiliser. Là, du coup, on a déjà nos différents modules. On va passer et on peut aussi intégrer directement, personnaliser nos différents modules. Si ça ne se trouve pas directement dans la base de données des Atelios Pro, c'est un élément qui nous sert au quotidien. Ce paramètre qui suit, là, j'ai sauté. Ici, l'onglet qui suit, ça permet de faire le calculage automatique. Là, lorsqu'on a mis un seul module, on peut directement générer automatiquement d'autres modules sur une surface. On va le faire ensemble. Ici, ça nous permet de nous informer en temps réel sur les performances de notre système, les caractéristiques de notre système, c'est-à-dire le nombre de modules utilisés, la puissance et la surface exploitée. Par la suite, on a l'outil paramétrage qui nous informe sur les différents paramètres de configuration, de simulation de notre module. On va revenir sur cet outil de paramétrage lorsqu'on sera effectivement dans la partie Atelios Pro proprement dit. Et on a un onglet très important qui nous permet d'évaluer le gisement solaire photovoltaïque et de passer au filtrage. On va y arriver. On a d'autres onglets qui nous permettent, n'est-ce pas, d'exporter le projet vers Akelios pour faire tout ce qui est choix d'ondulaire, câblage et bien d'autres. On a l'outil synchronisé qui nous permet de synchroniser notre projet si des modifications ont déjà été faites et qu'on souhaite et qu'on souhaite synchroniser ces modifications avec le projet qui a déjà été étudié dans l'environnement Akelios Pro. On a l'outil câblage des branches qui nous permet d'évaluer les chemins des câbles et bien d'autres. Et on a l'outil de visualisation qui nous permet de visualiser effectivement tout ce qui est câblage et bien d'autres. Du coup, on va commencer la présentation complète de notre projet. Je vais revenir à l'outil de départ. Alors, je reviens à l'outil de départ. OK. Bon, comme on peut très bien l'observer, ici, nous avons choisi une double inclinaison. On a choisi une double inclinaison. Pourquoi est-ce qu'on a choisi une double inclinaison? Tout simplement parce que, comme on observe là, on se rend compte qu'en fait, le plan de notre toiture, c'est effectivement un plan, c'est quasi plat. Et du coup, on avait la possibilité de l'orienter effectivement plein sud, mais juste que dans ce type de projet, on a opté pour avoir une puissance quasi identique durant toute
les heures d'ensoleillement, parce qu'en fait, généralement, lorsqu'on oriente des projets uniquement vers le sud, on a ce qu'on appelle un pic de production au milieu de la journée en plein ensoleillement. Or, tandis que lorsqu'on opte pour la double orientation, généralement, tout le matin au lever du soleil, on a déjà une très bonne production du côté de l'Est. Et au coucher du soleil dans l'après-midi, on a aussi une bonne production du côté de l'Est, qui est aussi un outil très important. Là, du coup, je vais revenir à la configuration initiale. OK, si on revient sur le projet, donc le premier élément d'abord était de représenter le bâtiment qui est très indispensable. Ça c'est le bâtiment réel. Et pour représenter ce bâtiment, il suffit tout simplement d'avoir les différents plans de l'architecte qui a construit ou alors qui a modélisé le bâtiment. Dès lors qu'on a ces plans, on peut directement reproduire le bâtiment dans l'environnement SketchUp. Bien évidemment, il faut d'abord, dans un premier temps, choisir n'est-ce pas, géolocaliser le projet. Géolocaliser le projet veut dire il faut citer le projet, définir ses caractéristiques, son environnement. Pour géolocaliser le projet, il suffit tout simplement, il y a plusieurs options pour géolocaliser le projet. L'outil Acuios Pro nous permet directement d'utiliser cet onglet création de l'environnement en 3D Map. On peut utiliser cet onglet, mais n'est-ce pas, on importe plutôt la surface en 2D. Et c'est ce qu'on a fait ici. On a importé la surface en 2D pour pouvoir modéliser tranquillement et notre bâtiment avec tous les détails précis. Comme on peut très bien l'observer ici, on se rend compte qu'en fait, sur notre projet, tous les détails ont été représentés. Et ces détails chaque détail ici est indispensable pour pouvoir optimiser en temps réel notre projet, tout simplement parce que chaque détail ici est indispensable pour pouvoir optimiser en temps réel notre projet. Comme on peut très bien l'observer, ces différents murs qui se trouvent au-dessus de notre bâtiment, c'est tout simplement ce qu'on appelle les skate domes. Ce sont des orifices et des enfumages et des bien d'autres. Donc, il faut vraiment les modéliser parce qu'en fait, ces différents skate domes, en fonction de leur hauteur, peuvent créer bel et bien de l'ombrage et qui pourra diminuer effectivement le productible solaire photovoltaïque. Donc, après la modélisation complète de notre projet, comme on peut très bien l'observer, nous sommes passés au calcul du gisement, qui est un paramètre très, très important pour le calcul du gisement. Ce qu'on a fait, nous sommes venus là pour le calcul du gisement. Quand on a fait le premier calcul du gisement, on a obtenu quelque chose comme ça. Dans un premier temps, c'était là. Dans un premier temps, c'était quelque part là. Bon, là, on observe presque rien. On a comme l'impression que tous les modules produisent de manière identique. Mais il faut réduire la qualité pour pouvoir voir l'influence, n'est-ce pas, de cet outil des Aquios Pro qui est indispensable pour pouvoir interpréter le gisement solaire de chacun de nos modules solaires photovoltaïques. Ici, on a réduit le filtre à environ à 1300, qui est le gisement, qui est un gisement idéal. Ouais, nous sommes autour de 1300. On peut directement entrer ici, cliquer 1300, ça va faire la même chose. Du coup, à partir de 1300, on peut bel et bien regarder les différents panneaux qui commencent déjà à galérer, qui souffraient déjà du manque d'ensoleillement efficace. On peut très bien interpréter directement ces premiers modules qui sont rouges. On comprend directement qu'en fait, c'est à l'ombrage de ce petit bâtiment qui était remonté. Ça veut tout simplement dire que si ce bâtiment n'avait pas été représenté, ces modules ne devraient pas avoir l'ombrage. Du coup, en ce qui concerne les masques proches, ça ne devait pas être visible et on devait surdimensionner le projet. Pourtant, dans la réalité, ça devait être beaucoup moins parce qu'en fait, il faut toujours représenter chaque détail, chaque ombrage dans le projet. Dans l'optimisation d'un projet solaire photovoltaïque, le premier élément, le premier instrument, n'est-ce pas, c'est de représenter tous les différents détails qui seront présents sur le site. C'est très, très indispensable qu'en soit des arbres et d'autres. Si on n'a pas représenté des arbres, tout simplement parce que les arbres ici étaient beaucoup plus bas par rapport à la taille du bâtiment. Ça, c'est un bâtiment très haut. Voilà, par la suite, on a filtré nos modules. Nous sommes passés au filtrage automatique, c'est-à-dire on a décidé d'éliminer tous les modules qui produisent ont un gisement inférieur à 1000 kW par mètre carré par an. Et on a obtenu ce schéma que vous pourriez l'observer. Aussi, par la suite, ça n'a pas été la seule chose. Il y a ce qu'on appelle le respect de la réglementation en vigueur, qui dit tout simplement que généralement, il faut laisser un espace de circulation de minimum 1 mètre
entre les modules et les parois du mur. C'est ce qui a été fait ici. Il y a un espace de minimum 1 mètre entre les modules et les parois du mur. Il y a d'autres réglementations qui disent que la longueur maximale d'un bloc de modules photovoltaïques ne doit pas dépasser 30 mètres. Ce qui a été fait, c'est pourquoi on peut très bien observer les différents passages entre les différents blocs. On ne pouvait pas le faire en un seul bloc. Et il y a également d'autres réglementations qui exigeaient qu'en fait, un bloc solaire, un bloc de modules solaires photovoltaïques ne doit pas dépasser une surface de 300 mètres carrés, ce qui est fait ici parce que là, si on prend l'outimètre pour pouvoir mesurer les différentes distances, on va y voir, on se rend compte qu'en fait, on peut voir la distance directement ici au niveau de l'indice droit. On voit que là, la distance autour de 24 mètres, ça veut dire que ça respecte la réglementation. On peut faire pareil sur la largeur. On va se rendre compte qu'effectivement, nous sommes autour de 24 mètres. Du coup, on a respecté la réglementation. Mais s'il n'y avait pas ce passage, en fait, en gros, on devait se rendre compte que la longueur devrait être autour de presque 50 mètres. Ça ne respecte pas la réglementation en vigueur. Autour de chaque donc, on a un paramètre très important. Effectivement, il faut une longueur minimum, un écart minimum de 90 centimes, donc presque 1 mètre. Ce qui a été respecté également ici parce qu'il faut un écart d'environ 90. Là, on voit que nous sommes presque à 1,75 m. Ça a été très bien respecté. Et, voilà, donc du coup, il faut respecter la réglementation. C'est très, très indispensable. Par la suite, il y a les chemins des câbles qui ont été aussi tracés, qui est très, très indispensable. C'est aussi l'un des gros avantages du, logiciel Aquilios Pro, on peut directement tracer les chemins des câbles. Comme vous pouvez très bien observer, on a modélisé notre chemin des câbles. Et s'il faut aussi présenter ce bloc, pourquoi est-ce qu'on a représenté ce bloc? Ce bloc en représentation complète, ça ressemble à ça. Pourquoi est-ce qu'on a représenté ce bloc? Tout simplement parce que même ce bloc pourra également créer de l'ombrage. Parce que lorsqu'on construit effectivement ce qu'on va appeler un cabinet électrique, en fonction de sa hauteur, il peut également créer de l'ombrage. Du coup, il faut également tenir compte de lui pour pouvoir faire des différentes simulations. Du coup, on l'a modélisé. On a modélisé également les différents éléments qui entrent en jeu dans ce bloc. Comme on peut très bien l'observer, ce projet, tous ces éléments qui sont dans ce projet, n'est-ce pas, existent bel et bien dans le projet. On peut observer les différents les appareils pour des coupures manuelles, de l'alimentation et chaque branche du module du champ solaire photovoltaïque. On peut aussi observer cet écran qui est très, très indispensable, qui permet d'observer en temps réel les performances de notre système solaire photovoltaïque à partir des informations générées par cet ordinateur, comme par exemple communiquer à distance pour pouvoir assurer le suivi de notre système solaire photovoltaïque. On a également un premier bloc de coffret et un deuxième bloc de coffret. On a nos différents onduleurs, parce qu'ici on a utilisé environ 4 onduleurs, 2 onduleurs de 100-150 kVA et 2 autres onduleurs de 100 kVA. Du coup, en gros, voici la modélisation 3D du projet. C'est très important et c'est crucial de faire la réalisation 3D du projet. C'est pas seulement pour l'aspect esthétique, ça permet également de respecter tout ce qui est normes en vigueur et ça permet aussi de tenir compte des différents masques proches qui est très, très indispensable pour pouvoir se rapprocher le plus près possible de la puissance qui sera réellement fournie par notre système solaire photovoltaïque. Bon, lorsqu'on a fini la modélisation de notre projet solaire photovoltaïque, s'il y a quelque chose que je n'ai pas montré, c'est ça, toujours au niveau du calcul du gisement. L'aspect du gisement, c'est qu'il s'apprécie énormément dans ce logiciel Aquilios Pro parce qu'en fait, en fonction des informations de cette fenêtre, je suis informé effectivement en temps réel des différentes caractéristiques ou alors des différentes configurations qu'il faut adapter pour pouvoir générer la puissance maximale de notre système solaire photovoltaïque. On observe qu'ici, le gisement maximal qu'on peut obtenir ici, c'est autour de 2000 kWh par mètre carré par an. Et pour obtenir ce gisement, il faut environ une orientation de
de 10 degrés, c'est-à-dire presque plein sud. Bon, chose qui n'a pas été faite, c'est tout simplement parce que on a voulu optimiser la production très tôt le matin, dès le lever du soleil, et d'optimiser aussi la production dans l'après-midi, bah, lors du coucher du soleil. Il faut également une inclinaison de 60 degrés. Bon, pour ce projet, on n'a pas fait une inclinaison de 60 degrés tout simplement parce qu'en fait, vu la stabilité du bâtiment et vu des contraintes mécaniques, c'était pas possible de faire une inclinaison de 60 degrés parce qu'il fallait des structures en métal beaucoup plus développées. Il fallait que la charpente ou alors la toiture puisse être capable de supporter la force du vent qui devrait s'exercer ces modules si on avait opté pour une inclinaison très forte comme 60 degrés. Donc, ça propose en fait la configuration optimale, mais en fonction des contraintes et des contraintes du bâtiment, on pourrait ajuster pour rendre le projet réaliste et réel sur le long terme, ou alors sur une durée importante. Voilà, après ça, la prochaine étape, c'est tout simplement d'aller directement sur l'environnement Akelios Pro. Du coup, il faut tout simplement cliquer là. Et lorsqu'on clique le projet est modifié, il faut d'abord l'enregistrer. Et après l'enregistrement, il suffit tout simplement de cliquer là. Bon, par contre, comme mon projet existe déjà et ça a déjà été développé, du coup, je ne vais pas l'exporter de nouveau. Je vais tout simplement directement aller vous montrer, je vais directement aller présenter. Je vais directement venir présenter le projet qui a été réalisé, qui a été développé, qui a été étudié dans l'environnement Akelios Pro. Comme on peut bien l'observer ici, lorsqu'on exporte le projet, on arrive à une fenêtre comme ceci. Et tous les différents détails, tous les différents paramètres, toutes les différentes informations sur cette fenêtre sont indispensables et c'est très, très important de les maîtriser afin d'interpréter son projet. Bon, on a effectivement le nom du projet, on a la localisation du projet qui est très important, on a les caractéristiques GPS du projet. Et l'un des paramètres qui est très important, qu'on peut modifier, c'est effectivement la station météorologique. En fait, c'est cette station-ci qui nous fournit des informations concernant la sphère météorologique, c'est-à-dire la température, le climat euh, du site. Et on a la possibilité d'échanger, n'est-ce pas, cette station météorologique. Mais par contre, l'entreprise Crash Software International, la charge de développement de cet outil, a configuré de telle façon que par défaut, ce soit la station météorologique la plus proche du site qui puisse exister par défaut. On peut très bien l'observer que si nous sommes à moins de 27 km de la station météorologique, ça veut dire que déjà c'est pas mal. Et la suite, la distance commence à croître. Ça veut dire qu'en fait, les informations pourront être dégradées. Mais si vous avez des préférences sur des stations, vous pouvez choisir votre propre station. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Euh, D'autres paramètres, en fait, c'est ces différents courbes qui sont très, très importants à interpréter. Euh, Et c'est en fonction de ces courbes, en fait, qu'on peut voir si l'inclinaison de nos différents modules dans l'environnement SketchUp ont été vraiment optimisés ou pas. Parce qu'en fait, si je prends par exemple la courbe de la vitesse du vent, on se rend compte que la vitesse du vent est très violente parce qu'en fait, avoir une vitesse du vent au mois de février qui avoisine les 5 mètres par seconde, c'est énorme. C'est énorme, généralement, généralement, les vitesses moyennes, on peut être autour des 3 mètres par seconde, 3,5 mètres par seconde, mais être autour des 5 mètres par seconde, ça veut dire que voilà, la force devant la pression, ça est énorme. Ça veut dire qu'il faut des structures métalliques beaucoup plus solides et en plus des structures métalliques beaucoup plus solides, il faut que le bâtiment, n'est-ce pas, puisse résister à toute cette pression. Donc voilà pourquoi on a minimisé l'inclinaison. On a la faction solaire qui nous informe effectivement sur toute l'année. On a la température de l'air qui est aussi très important. Et on a le trouble de ligne qui nous informe, n'est-ce pas, sur le niveau de transparence de l'air, c'est-à-dire le taux de vapeur d'eau qui se présente dans l'air, le taux de poussière et bien d'autres. C'est très important parce que ça permet de comprendre si les rayonnements solaires sont perturbés ou alors s'ils arrivent directement sur la surface du site. Mais ces paramètres ne dépendent pas de nous, ça dépend directement du site. Du coup, on ne peut pas les modifier. On a la courbe solaire qui nous informe effectivement des masques lointains au cours de l'année. Oui, effectivement, ces masques, on ne peut pas les influencer parce qu'en fait, c'est très long, c'est très lointain, ça ne dépend pas de nous.
Par contre, on peut très bien observer qu'ici, on a coché les deux. On a activé les masques, ici, je suis là. On a activé les masques lointains. Et on a aussi activé le masque importé. Le masque importé, c'est directement le masque importé via l'environnement SketchUp. Du coup, l'environnement Helios Pro doit tenir compte des différents masques observés. Et si vous avez d'autres profils, des masques, vous pouvez utiliser directement pour les importer. C'est aussi très bien, c'est un atout. Et on a aussi d'autres informations qui nous informent directement sur les caractéristiques comment est-ce que la lumière ou alors les rayons solaires qui arrivent à la surface sont répartis. Il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le rayonnement direct et diffus qui nous informe sur la portion solaire qui a été réfléchie. Et on a des différents paires au masque. Bon, par la suite, on passe directement au module onduleur qui est qui est la partie la plus importante sur la partie Achelios Pro. Mais par contre, on ne peut pas directement commencer à choisir des onduleurs sans toutefois comprendre, interpréter et gérer les paramètres de simulation parce que c'est très, très important. Donc, la deuxième chose qu'on fait après avoir vérifié ou alors la deuxième chose que nous avons fait pour ce projet, après avoir vérifié ce qui est localisation du site, nous sommes allés directement sur l'onglet paramètres. Et au niveau de l'onglet paramètres, il faut ajuster les paramètres en fonction du projet. Les paramètres ne doivent pas être statiques. Ce sont des paramètres dynamiques en fonction du projet, en fonction de l'environnement, en fonction de l'emplacement, en fonction des contraintes du site et des contraintes de performance, en fonction du cahier des charges. Il faut adapter des paramètres. Dans un premier temps, au niveau de l'albédo, parce qu'ici, je rappelle qu'on a utilisé des modules bifaciaux, ce sont des panneaux solaires bifaciaux et des panneaux solaires bifaciaux, un paramètre très, très important, indispensable qui caractérise les performances lorsqu'ils sont installés, c'est l'albédo, puisque les panneaux solaires bifaciaux ont deux faces qui reproduisent l'électricité. Il y a la face supérieure qui fonctionne de manière classique comme tout panneau solaire, mais il y a la face inférieure qui permet également d'absorber les rayons solaires diffus ou alors réflectés pour pouvoir produire également une portion d'énergie solaire. Et ces rayons solaires réflectés dépendent en fait de l'albédo, de la surface de l'albédo du sol. Donc, ce paramètre est très, très crucial lorsqu'on a affaire effectivement au module bifaciaux. Donc, du coup, la première chose qu'on a fait ici, c'est d'adapter en fait l'albédo du site. Et en fait, c'est pas une valeur qu'il faut mettre de manière classique, de manière aléatoire, parce qu'en fait, l'une des avantages qu'on a avec l'outil de Trace Software International, c'est-à-dire Atheos Pro, en fait, c'est qu'il nous informe à chaque fois sur, sur les différentes valeurs qu'on peut utiliser. Par exemple, ici, de manière classique, si par exemple la surface, c'est une surface qui est complètement noire, on sait que le noir en fait absorbe la quasi-totalité de l'énergie incidente qu'il reçoit. Donc, du coup, en gros, l'albédo sera extrêmement faible, ça va tendre presque vers zéro. Ça veut dire qu'il n'y a pas une portion considérable de l'énergie qui est reflétée. Du coup, dans ce genre de site, on ne peut pas utiliser des modules bifaciaux parce qu'en fait, il n'y a pas de rayons solaires qui ont été réfléchis. Ça ne sert à rien d'utiliser, il n'y a pas d'avantage d'utiliser des modules bifaciaux. Bon, par contre, il y a la possibilité d'adapter le site. Par exemple, même si au niveau de la toiture ou alors au niveau de la dalle, on a une couleur noire, on peut appliquer soit du gravier blanc ou alors du gravier transparent pour pouvoir augmenter le pouvoir de réflexion de la surface. Ou alors, on peut peindre la toiture avec une couleur blanche. On sait que la couleur blanche reflète énormément une grande portion de l'énergie solaire qu'elle reçoit. Donc, du coup, ici, ce qu'on a fait pour ce projet, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a appliqué une couche de peinture blanche sur notre site pour pouvoir optimiser la production. C'est la raison pour laquelle on se rend compte que notre albédo, on l'a choisi presque à 0,8 parce qu'en fait, voilà, une surface blanche, ça reflète une très, très grande portion de l'énergie incidente qu'elle reçoit. Donc, ce paramètre est très crucial. J'ai insisté là-dessus parce que c'est très indispensable. C'est même ça qui caractérise en fait le module bifacial. Bon, par la suite, on a d'autres paramètres comme les pertes dans les câbles DC. Là, on a optimisé le dimensionnement. On a pris des sections
des sections, des câbles qui ont été respectés, des bonnes sections. C'est pareil pour les câbles AC, c'est la raison pour laquelle on a considéré des pertes vraiment faibles, 0,5. On peut aussi aller jusqu'à 0,4, mais on ne peut pas aller en deçà de 0,4 parce que quand on voit la section des câbles, il y a toujours des pertes. Et surtout en AC, parce qu'en AC, quand on voit la section des câbles, il y a même ce qu'on appelle l'effet dépôt et beaucoup d'autres éléments qui entrent en jeu, qui réduisent les performances des câbles. Bon, pour ce qui est de la période de l'observation, nous, chez nous, on préfère observer nos projets sur 20 ans. Et pour le coefficient d'empreinte carbone, bon, 20 grammes de CO2 équivalent, c'est bien, mais généralement, de manière classique, on travaille souvent avec 25. On peut aussi travailler avec 30, mais au-delà de 30, c'est pas bon. Au niveau, il y a d'autres pertes également pour la simulation et qui sont également très indispensables, comme par exemple les pertes d'encrasement des modules. Pour ceux qui ignorent encore ces pertes, en fait, il s'agit tout simplement de la saleté ou alors du taux de poussière qu'on peut retrouver sur des modules et qui peuvent réduire la production. En fait, ici, c'est pas directement l'ombrage créé par des arbres, mais ça peut être de la poussière, ça peut être de la saleté ou alors toute autre substance, voilà, qui recouvre la surface de nos modules solaires photovoltaïques. Et l'inconvénient, c'est qu'en fait, la recouverte n'est pas uniforme. Du coup, il y a certaines cellules qui sont recouvertes et d'autres cellules qui ne sont pas recouvertes. Donc, du coup, ça va créer une différence de production. Et donc, du coup, ces pertes sont très importantes. Il faut toujours tenir compte de ça. Ici, on a mis 1% tout simplement parce qu'on s'assure de faire régulièrement la maintenance, le nettoyage sur nos modules solaires photovoltaïques. Mais si c'est, par exemple, une centrale un peu au sol, on doit prendre un CPF qui est beaucoup plus important parce qu'au sol, le taux de poussière est beaucoup plus important. Or, ici, c'est un bâtiment qui mesure pas mal de presque 12 mètres de hauteur. Donc, du coup, au niveau des pertes d'encrasement, ça serait quand même beaucoup plus simplifié, mais c'est pas nul. Bon, le vieillissement des modules, tout module fabriqué est supposé être vieilli et le taux de vieillissement, généralement, c'est défini par le fabricant. C'est le fabricant du module qui définit. On a ce paramètre LID qui caractérise tout simplement la dégradation induite par la lumière. Bon, ça, effectivement, ça ne dépend pas de nous, ça dépend directement des modules solaires photovoltaïques et c'est beaucoup plus pour les cellules solaires photovoltaïques qui exploitent la technologie au lithium. Je vais dire la technologie au silicium, je m'excuse, la technologie au silicium. Donc, du coup, en fait, ces pertes sont dues au fait qu'on expose la cellule au soleil pour la première fois. Parce que lorsqu'on fabrique une cellule, un panneau solaire photovoltaïque, et qu'on l'expose au soleil pour la première fois, il y a des pertes qui s'en suivent. Donc, du coup, là, on a pris environ 0,5%. Au niveau de la tolérance minimale et maximale, en fait, ça caractérise tout simplement la différence entre les caractéristiques théoriques du module solaire photovoltaïque et des caractéristiques réelles parce qu'on peut bien fabriquer un panneau solaire photovoltaïque. C'est bien indiqué que c'est 500 watts crête, mais effectivement, on se rend compte que c'est peut-être 520 watts crête ou alors 490 ou alors 480 watts crête. Du coup, il faut tenir compte de cette tolérance-là. C'est quand la tolérance est énorme, effectivement, ça va engendrer ce qu'on appelle les pertes des mismatch, qui sont directement des pertes dues aux différences des caractéristiques entre les modules solaires photovoltaïques utilisés, soit sur une même branche en série ou alors sur des configurations en parallèle. On a la dispersion caractéristique. La dispersion caractéristique est également un élément important à ne pas négliger. C'est tout simplement la variabilité des performances entre les modules. Bon, l'optimal, c'est d'utiliser 0,1. Au niveau des caractéristiques pour ce qui est des paramètres pour le bifacial, on a les coefficients du courant, 1,3 pour laisser une bonne marche de coefficients pour éviter tout ce qui est dû au chauffement des câbles et bien d'autres. On a aussi le facteur de transmission, ce facteur est également très crucial si on utilise des modules bifaciaux parce qu'en fait, c'est ce facteur qui caractérise le pourcentage de lumière qui traverse la surface ou alors les modules solaires photovoltaïques. C'est la raison pour laquelle on doit constater que les modules bifaciaux ont certains vides entre les cellules. En fait, ces vides-là permettent de laisser la lumière arriver sur la surface inférieure des modules. Donc, du coup, ici, généralement,
la valeur optimale, ça peut être 20, ça peut être 25, ça peut être 30 pour des modules de dernière génération. Mais pour les modules que nous avons utilisés, la valeur optimale, c'est autour de 18, 19, peut-être 17 même. Au niveau des facteurs des pertes et des mismatchs, en fait, c'est directement dû aux différences des caractéristiques qu'il existe entre les différents panneaux solaires qui ont été utilisés dans une même configuration. Par exemple, bah, si vous avez utilisé des panneaux de fabricants différents, forcément, ça va engendrer les facteurs de perte et de mismatch. Ou alors, si vous avez utilisé des panneaux solaires des mêmes tensions, mais peut-être des puissances différentes ou alors des caractéristiques internes différentes, du coup, ça va aussi engendrer des pertes, des mismatchs. Bon, par la suite, on a d'autres performances. Ici, le taux de ventilation qui est très, très important aussi pour nos modules parce qu'en fait, ce taux de ventilation influence directement sur le niveau d'échauffement de nos cellules photovoltaïques. Ici, comme il y avait un vide considérable dans nos modules, entre nos modules solaires photovoltaïques, du coup, on a pris un taux de ventilation qui est vraiment élevé parce qu'en fait, il y a un flux d'air qui va passer en surface. Et en plus, nous sommes en altitude, environ à 12 mètres de hauteur. Et il n'y a pas d'arbres à côté ou alors des bâtiments géants qui peuvent empêcher le passage. Donc, on a d'autres paramètres qui sont aussi importants à prendre en compte. Bon, après avoir géré les paramètres, il faut aller à la configuration des modules. Ce qu'il faut faire dans la configuration des modules, c'est de grouper son système. C'est très, très important. Il faut grouper son système. Nous avons réparti notre système en deux groupes. On a le premier groupe qui est là. Quand je clique sur un groupe, on peut bien voir qu'en fait, il y a une couleur, ça met en évidence. On a le deuxième groupe qui est également là. Ça met également le deuxième groupe en évidence. Bon, lorsqu'on a réparti en groupe, on peut passer au niveau du choix des onduleurs. Au niveau des choix des onduleurs, ici, en fait, on se rend compte qu'en fait, ici, pour ce bloc du haut, j'ai utilisé un seul onduleur d'environ 100 kg, 100 kVA, si je ne me trompe pas. En fait, si on peut observer que bah, certains vont dire, bah ouais, pourquoi est-ce que les panneaux solaires qui sont orientés plein sud, je vais dire qu'ils sont orientés plein ouest, et des panneaux solaires qui sont orientés plein est sont situés sur, ou alors sont connectés sur le même onduleur. Pourtant, il fallait séparer les onduleurs pour pouvoir optimiser la production. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'onduleur que nous avons utilisé a environ 10 entrées MPPT. Ça veut dire que tout va se jouer au niveau des entrées MPPT. Ce que je vais faire, si on observe de près la configuration, on va l'observer en 3D dans SketchUp, on va se rendre compte qu'en fait, chaque entrée MPPT, tous les panneaux qui sont connectés ou alors qui ont la même inclinaison, la même orientation, sont connectés sur la même entrée MPPT. On ne peut pas inverser. Je peux prendre un panneau qui est orienté est et ouest, je les connecte ensemble. Ce que directement, il y a ce qu'on appelle le facteur de perte et de mismatch qui sera mis en évidence et ça va réduire la production. Donc, du coup, tous ces joueurs, on peut brancher évidemment plusieurs panneaux d'inclinaison et d'orientation différents sur le même onduleur, mais à la seule différence, c'est qu'il ne faudrait pas les brancher sur la même entrée MPPT. Il faut que, n'est-ce pas, des panneaux ou alors des branches, des modules des mêmes caractéristiques, c'est-à-dire même inclinaison et même orientation et des mêmes caractéristiques puissent être connectés sur des entrées MPPT bien distinctes. Bon, on peut observer là, on a cet onduleur, on a cet onduleur-là. C'est pareil, ici, on a notre onduleur ici et on a notre dernier onduleur là. Bon, après les onduleurs, nous sommes passés à la section des câbles. Ici, on a la possibilité de gérer tout ce qui est câblage et autres. On observe que pour la partie câblage, en fait, l'avantage avec l'outil Akelios Pro, c'est que on peut faire un câblage automatique. Mais pour ce projet qui était très délicat, parce qu'en fait, on a mélangé des modules solaires photovoltaïques d'inclinaison ou alors d'orientation bien différentes sur le même onduleur. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas aller directement avec un câblage automatique. Ça va câbler directement les modules des caractéristiques différentes sur les mêmes entrées MPPT. Du coup, ce qu'il faut faire ici, c'est qu'en fait, il faut choisir chaque entrée MPPT et on définit les différents modules qui vont entrer en jeu. On a pris le temps de très bien le faire. L'objectif, c'est d'optimiser en fait la production, c'est
en fait le rendement. Donc voilà, c'est ce qui a été fait ici. C'est pourquoi on observe, on ne peut pas voir qu'il y a certains câbles qui sont peut-être mal connectés ou alors qui sont connectés pourtant ils ne devraient pas être connectés. Euh, Par la suite, après, on a des détails du projet, des détails du projet. Et par la suite, on peut passer à l'option production. Pour ce qui est de l'option production, il faut comprendre et interpréter les paramètres. Et en fonction de ces paramètres, on peut décider d'ajuster soit des caractéristiques, soit des paramètres de simulation, ou alors des contraintes physiques du projet. Ici, on peut observer que le premier indice, le premier élément de notre production, effectivement, c'est la puissance en watts. C'est un projet d'environ 158,43 kilowatts et ça exploite une surface d'environ d'un peu plus de 2000 mètres carrés. Euh, on a la production annuelle en DC, la production annuelle en AC et on a le productible P50 qui est le paramètre qu'il faut utiliser pour la suite du développement des projets solaires photovoltaïques. Par contre, on ne doit pas s'intéresser aux premiers paramètres ici, tout simplement parce qu'en fait, quand ce sont des performances de la première année, généralement, on préfère aller sur les valeurs moyennes parce que puisque nous, on observe notre projet, nos différents projets sur une période d'environ 20 ans. Donc, du coup, c'est vraiment indispensable de prendre les valeurs moyennes. Du coup, en partant sur des valeurs moyennes, on observe qu'on a un P50 vraiment significatif d'autour de 1456 kWh par kilowatt. Tout simplement parce qu'on a pu optimiser nos projets et on a choisi des différents modules et des meilleures inclinaisons et orientations qui cadrent effectivement avec ce projet, sans toutefois contrarier les différentes contraintes physiques du site qu'on a suscité plus haut. Et on a le ratio des performances. Voilà, on a un ratio des performances d'environ 91,7%. Ça veut dire que dans l'ensemble, on a perdu moins de 9%. On a moins de 9% de pertes. Mais en réalité, en fait, on a plus de 9% de pertes. Tout simplement parce que ce qui est venu augmenter le rendement, c'est ce qu'on appelle le gain bifacial, qu'on peut très bien l'observer ici. On a un gain bifacial d'environ presque 14%. Tout simplement parce que on a su exploiter le potentiel de sa toiture et on a su ajuster, n'est-ce pas, la meilleure couleur ou alors la meilleure configuration du site, n'est-ce pas, qui épouse très bien la configuration bifaciale. On a également des pertes dues à la réflexion qui ne dépendent pas de nous, ça dépend tout simplement de l'inclinaison et de l'orientation qui a été choisie. Du coup, là, on ne peut pas le modifier. On a les différentes pertes. Ces différentes pertes sont des conséquences directes des différentes valeurs qu'on a entrées dans nos paramètres de simulation. Et on a les pertes dues au vieillissement des modules, voilà, qui est autour de 5%, c'est intéressant. Et on peut observer différents autres pertes. Voilà la courbe de production. Effectivement, on observe qu'il y a un pic de production en été, c'est-à-dire des mai en août. On a un pic de production en janvier pendant l'hiver, en décembre, tout ça. On n'a pas une production très, très significative. Bon, là, après, au niveau de la production, ça ne dépend pas de nous, ça dépend tout simplement de la courbe solaire autre et des informations que la station météorologique du site nous a fournies. Et effectivement, c'est vrai, tout simplement parce qu'en fait, en été, on a l'ensoleillement qui est très, très significatif. Par la suite, il y a l'aspect autoconsommation et pompage. Bon, par contre, on n'a pas exploité l'onglet pompage. On va tout simplement s'arrêter sur l'option autoconsommation. Et on observe que pour ceux qui, en fait, ils consomment environ 501 832 kWh d'électricité par an. Voilà, c'est quand même un gros consommateur. On peut observer sa courbe de consommation ici. Bon, l'une des avantages de l'outil Akelios Pro que moi j'apprécie beaucoup et que l'entreprise Billvolt apprécie énormément, c'est que à partir de la plateforme, à partir de ce logiciel qui est très puissant pour moi, on peut directement communiquer avec les compteurs des clients, en fait, parce qu'en France, presque 80% des compteurs
sont maintenant des compteurs communicants. Ça veut dire qu'en fait, on peut communiquer, on peut échanger des informations avec ces compteurs à distance. Et du coup, à partir tout simplement du PDL du client qui se trouve directement sur la facture d'électricité du client, on peut interroger son compteur via son accord pour pouvoir accéder directement à son profil de consommation. Et c'est un paramètre crucial et indispensable pour l'autoconsommation parce qu'en fait, en gros, ça nous informe en temps réel sur la consommation effective du client. Parce que là, si on veut peut-être aller sur la consommation mensuelle, on peut observer son profil de consommation mensuelle sur les différentes périodes de l'année. Voilà son profil de consommation mensuelle. On voit les différents pics. C'est pas constant en fait. Pourtant, si on l'avait généré de manière manuelle, on devait mettre tu vois, une production, on devait mettre certaines productions, peut-être certaines consommations constantes, tout ça. Pourtant, c'est pas vrai. Il y a des périodes où il consomme, il y a des périodes où il ne consomme pas. Et c'est indispensable de savoir ces périodes de forte consommation. Parce que l'inconvénient de l'énergie solaire, c'est qu'on ne sait pas stocker l'énergie solaire en grande quantité. On ne sait pas stocker. Bon, si oui, on va utiliser un stockage virtuel, c'est-à-dire injecter le surplus de la production sur le réseau et l'exploiter lorsqu'on on en aura besoin. Mais en gros, on ne sait pas stocker une grande puissance produite. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, quand l'énergie est produite, il faut la consommer ou alors il faut la revendre. Et pour estimer, n'est-ce pas, le taux d'autoconsommation, il faut avoir des informations vraiment pratiques sur le profil de consommation du client. Et c'est ce qu'il fait ici, en fait, parce que on sait que l'ensoleillement, par exemple, en été, le soleil peut-être peut se lever peut-être à 7 heures et ça se couche un peu très tard dans l'après-midi, peut-être à 20 heures, 18 heures, 17 heures. Et il y a des clients, en fait, comme des boulangeries, pâtisseries, qui consomment plus d'énergie, par exemple, à 5 heures, 6 heures du matin, où il n'y a pas d'énergie, en fait. Là, c'est un gros problème. Ça veut dire que si on avait mis un profil de consommation constant, ça devait vraiment, n'est-ce pas, générer des résultats qui sont très, 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 très éloignés de la réalité. Du coup, le projet ne devait pas être fiable. Et on a également le profil de consommation horaire. On se rend compte qu'en fait, pour ces clients, bah, l'avantage qu'on avait lu, c'est que son pic de consommation, c'est en journée. Et c'est effectivement la période où on a généralement un pic de production pour notre système. Mais par contre, il consomme également une partie de l'électricité dans des heures où il n'y a pas de soleil à 23 heures, à 2 heures du matin. Donc, du coup, ça veut dire qu'il sera toujours connecté au réseau pour pouvoir satisfaire cette demande aux heures où il n'y a pas de soleil, effectivement. Donc, du coup, après simulation, on se rend compte qu'effectivement, on a un taux d'autoconsommation qui est autour de 35,7%. Et ça permet de combler, n'est-ce pas, son besoin en électricité à une hauteur de 47% de ses besoins, qui est vraiment significatif. Bon, ici, on peut observer ici, on peut réduire là pour mieux observer. On peut observer ici tout simplement la production. Et, en fait, il y a les codes de couleurs. On peut très bien observer aussi avec les codes de couleurs ici. On se rend compte que la couleur orange ici, c'est effectivement la production solaire photovoltaïque. Comme on peut très bien observer, c'est directement la production solaire photovoltaïque. On a également d'autres paramètres qui nous informent sur le module production. Je rappelle que l'objectif de ce projet, en fait, ne devrait pas se limiter au niveau de l'autoconsommation. En fait, l'objectif principal du projet, parce que chez nous, Bivolt, on travaille avec des tiers investisseurs et ce qu'on fait, c'est qu'on a la capacité et on a cette maîtrise-là, n'est-ce pas, de louer des toitures des clients, c'est-à-dire de verser, n'est-ce pas, une certaine caution pour la location des toitures de certains clients et d'exploiter le potentiel de les toitures pour pouvoir générer de l'électricité non polluante. Bon, maintenant, avec le client et si le client est intéressé, on peut tomber d'accord pour lui fournir une partie de l'électricité verte qui a été produite sur sa toiture à un prix vraiment record et le surplus est vendu dont les bénéfices sont directement exploités
par l'entreprise Billvolt et par certains investisseurs comme l'entreprise Heliospark et le groupe Alten qui nous financent tout dernier hauteur d'environ 120 millions d'euros par an. Donc, par la suite, ce qu'il faut faire, il faut partir au niveau de l'aspect économique. L'aspect économique, c'est également une partie que moi j'apprécie beaucoup dans le logiciel Helios Pro. En fait, au sein de notre entreprise, cet aspect est vraiment très indispensable parce que ça nous permet directement d'entrer, n'est-ce pas, le coût d'investissement de notre projet. On entre le coût d'investissement de ce projet. Pour ce projet, en fonction des contraintes d'ici et autres, on a opté pour environ 1 kilowatt. euh, un- pardon, on a opté pour environ 1 euro le watt crête, 1 euro le watt crête, c'est-à-dire 1000 euros, je m'excuse, c'est-à-dire environ 1000 euros le kilowatt crête. Et on peut très bien observer le coût d'investissement pour ce projet. Ici, directement, on peut observer le coût de renouvellement des ondulés parce que les ondulés doivent se renouveler en fait. Et il faut tenir compte de ça. Et je rappelle que c'est une période d'observation de 20 ans. Les ondulés se renouvellent généralement à la 10e année. Du coup, on peut dire une seule fois. Voilà. C'est pourquoi on a mis ce taux. C'est en raison de presque 2000 euros, le renouvellement des onduleurs. On a le coût de maintenance qui est très, très important parce qu'on a observé que là, on a minimisé les pertes dues à l'encrasement de modules, c'est-à-dire on a assuré une maintenance régulière du site. C'est la raison pour laquelle on a mis voilà, un coût de maintenance d'environ 1% pour être régulièrement là pour le nettoyage des modules solaires photovoltaïques. Euh, le montant du prêt bancaire, on a supposé que tout l'investissement a été prêté à la banque. Voilà, on a le taux d'intérêt, ça dépend des banques. La subvention, on n'a pas tenu compte de la subvention. Et ici, on a géré autoconsommation plus réseau parce qu'on avait la possibilité de choisir, n'est-ce pas, un profil ici connecté au réseau, autoconsommation totale, autoconsommation plus réseau, autonome ici, c'est les systèmes de stockage. Bon, ici, on a opté pour l'onglet autoconsommation plus réseau, tout simplement parce qu'en fait, bien vrai qu'on exploite le potentiel d'une toiture, donc on verse, n'est-ce pas, un coût pour la location aux propriétaires, mais nous sommes également tombés avec le propriétaire pour pouvoir le vendre de l'électricité. On s'est rendu compte qu'en fait, ce propriétaire qui achetait l'électricité sur le réseau national a une valeur à un prix d'environ c'était presque 18 à 20 centimes le kilowattheure. Et du coup, nous sommes tombés d'accord de lui vendre la partie de l'électricité qu'il va consommer de notre électricité qu'on a produit, n'est-ce pas, sur sa toiture, à un taux d'environ 15 centimes. Nous sommes tombés d'accord, on peut très bien l'observer ici, prix d'achat de l'électricité réseau, on a pris à 15 centimes, on a pris, n'est-ce pas, une évolution du prix à la hauteur de 2%. Ici, par contre, au niveau des prix de vente de l'énergie produite, ici, c'est déjà arrêté par des lois en France. Donc, du coup, ici, en fait, en fonction de la puissance de la commune et bien d'autres, ces paramètres ne dépendent pas de nous. On peut tout simplement, n'est-ce pas, essayer de trouver un compromis avec Enedis au niveau de l'évolution des tarifs et autres. Bon, le compromis n'a pas été trouvé ici. Du coup, il n'y a pas d'évolution des tarifs sur les 20 ans. Du coup, on a laissé zéro. Taux d'inflation, c'est très important, plus il y a ce qu'on appelle l'inflation et le taux sur des fonds propres. On a supposé que voilà, ce sont des fonds propres, il faut, n'est-ce pas, rémunérer ces fonds propres. Et ensuite, on peut observer les résultats de notre bilan économique. On peut observer que au niveau de la vente d'électricité, on va vendre l'électricité environ à une hauteur de presque 45 000 euros par an. On a observé le coût de maintenance annuel qui est presque 5 500 euros par an. Et on peut observer ici, le temps de retour de notre projet qui est autour de 6 ans. Mais temps de retour actualisé, c'est autour de 7 ans, en tenant compte, n'est-ce pas, des différentes rémunérations sur les taux de pourcentage qu'on a utilisé ici, les 3%, les 2%, le taux d'intérêt de la banque et tout ça. Du coup, le temps de retour actualisé, c'est ça autour de 7 ans. En ce qui concerne le gain, on aura un gain d'environ 17%. Et on peut observer cette courbe qui permet aussi d'interpréter sous forme graphique, n'est-ce pas, à partir des temps, est-ce qu'on pourra commencer à générer des bénéfices? On se rend compte qu'initialement, comme c'est un investissement, nous sommes dans la zone négative. Et au fur et à mesure qu'on vend de l'électricité,
à partir de la septième année, on tombe dans la zone positive et on commence à générer des bénéfices. Voilà. On peut voir les différents bénéfices. Au niveau des revenus actualisés nets, on se rend compte que nous sommes presque à plus d'1 million d'euros de revenus. Voilà, voici les détails en ce qui concerne tous ces revenus autres. Voilà. L'autre avantage de cet outil qui est très important, qui est peut-être la dernière anglais en fait, c'est les caractéristiques du site. Comme vous très bien l'observer, le projet a été développé par l'entreprise Billboard. En ce qui concerne le site web, il suffit tout simplement de manquer un tiret ici et mettre .fr pour aller sur le site web de l'entreprise Billboard pour pouvoir observer nos différents services, nos partenaires et nos différents projets déjà réalisés et beaucoup d'autres projets de ce type toujours développés avec les outils d'Akelios, avec des outils de l'entreprise Craft Software International comme Akelios Pro et aussi Akelios Calc, qu'on verra un peu plus tard. On a l'adresse de l'entreprise qui se trouvait là et on a les détails sur le projet. C'est un projet qui était issu de SketchUp. On a vu tout à l'heure le projet sur SketchUp. Par la suite, on a d'autres informations comme sur l'adresse du site et bien d'autres. On a des informations sur la production annuelle passée. Ici, l'autre avantage de ce logiciel et que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait, à partir des captures d'écran qu'on a pu effectuer sur l'environnement SketchUp, on peut venir introduire ces captures d'écran directement ici. Il suffit tout simplement de cliquer là, aller sur importer et directement choisir, n'est-ce pas, l'image où ça se trouve et venir l'importer. Ou alors ajouter une image directement de la vue 3D en cliquant ici, ça va faire la capture. Ou alors ajouter une image de la vue Google Maps. Ça, c'est pour la géolocalisation. Voilà, là, on a préféré ajouter seulement une seule image. Bon, ici, par contre, c'est ce que j'apprécie également beaucoup sur cet outil, c'est qu'en fait, tous les outils, tous les logiciels de l'entreprise Craft Software International ont un certain niveau de synchronisation. Et c'est très, très crucial pour le suivi des projets. Parce qu'on se rend compte qu'après avoir fait la prédiction, on peut directement basculer sur l'onglet Aquios Calc pour faire tout ce qui est calcul électrique, calcul des flux de tension, soit des appareils de protection, respect des normes en vigueur, soit la norme européenne, soit la norme française, soit la norme internationale ou la norme électrotechnique en fonction de la réglementation sur le lieu où on veut implanter le projet et sur la taille du projet, le choix des dimensions du câble, de la longueur, tout ça. Et voilà, effectivement, c'est ici que ça se gère. Il suffit tout simplement de cliquer là et de basculer automatiquement sur son interface Akelos Calc. Bon, là, c'est pas l'objet de cette présentation. Et on a la possibilité de créer un fichier Akelos Pro pour peut-être l'envoyer à quelqu'un, à n'importe qui, ou alors l'utiliser de manière ultérieure. Mais par défaut, ça le stocke dans l'espace Akelos Pro parce qu'en fait, il y a une mémoire qui est une base, voilà, il y a une mémoire qui nous permet d'enregistrer nos différents outils. Ici, ça nous permet, n'est-ce pas, de paramétrer les différentes pages qu'on veut voir sur notre rapport final. On peut observer qu'ici, il y a des cases qui ont été décochées parce que voilà, ça ne m'intéressait pas. Et nous avons coché les différentes cases qui nous intéressaient. Effectivement, on peut personnaliser l'entête. Voilà l'autre avantage de cet outil, c'est qu'en fait, on peut personnaliser l'entête. Billboard, l'expertise solaire, c'est notre slogan. Et Billboard, c'est le nom de l'entreprise lyonnaise. Je rappelle que nous sommes situés à Lyon. On peut aussi exporter n'est-ce pas, les fichiers calculés en fichier Excel et avec beaucoup d'autres extensions. Voilà, on peut aussi observer, n'est-ce pas, les schémas unifiliaires pour voir effectivement comment les différents modules sont câblés, les différentes chaînes ou strings et les différentes branches en parallèle, tout ça, pour voir si tout est OK, si au niveau de chaque entrée MPPT, on a respecté le nombre de modules et bien d'autres. Par la suite, on a des résumés sur des projets. Et l'autre avantage de cet outil, c'est qu'on peut comparer des projets. Vraiment, il y a tellement d'avantages dans cet outil. On peut comparer des projets. Il suffit tout simplement d'ajouter un nouveau projet. Ça va s'afficher là. Et on pourra faire une comparaison directement au niveau des performances. Voilà, en ce qui concerne le rapport final, nous avons généré un rapport final et voici effectivement le rapport final qui a été généré. On se rend compte qu'effectivement, pour notre rapport final, voilà, ça se présente comme ça. On a préféré afficher ça comme les premiers des pages. Voilà, c'est très bien. Avec ce rapport, voilà, le client est vraiment déjà très satisfait du rendu.
En plus de la qualité du travail, de la qualité du fond, on travaille également sur la forme. Ça, ce sont des points forts de l'entreprise de Billvolt. Voilà, un bureau d'études vraiment très, très spécial dans la thématique et étude du développement des projets solaires photovoltaïques. Voilà, on peut observer tous les différentes performances, tous les différents performances. Bon, ici, par contre, je voulais apporter quelques petites précisions. Lorsqu'on a mis attention, en fait, ça ne veut pas dire que la configuration n'est pas bonne. Ça veut tout simplement dire qu'on tend vers la saturation de l'ondulet. Ça veut tout simplement dire qu'ici, par exemple, au niveau, il y a un certain courant, voilà, on a légèrement dépassé la valeur nominale. Quand c'est pas bon, bah, ça signale vraiment que voilà, la valeur n'est pas acceptable ou non valide. Bon, là, c'est parce qu'on a légèrement dépassé les contraintes, tout simplement parce qu'on voulait booster, n'est-ce pas, l'optimisation du projet. Voilà. S'il y avait un peu plus de temps, je devais présenter pourquoi est-ce que ça a affiché, c'est un peu beaucoup plus haut. Peut-être on aura l'avantage de l'opportunité de présenter tout ça plus en détail dans un autre webinaire. Bon, ici, on peut observer les différents matériaux qui ont été utilisés. On a utilisé des panneaux solaires Jinko et on peut observer qu'effectivement, il s'agit des panneaux solaires bifaciaux. Voilà, des BDB, en fait, c'est le module bifacial des panneaux solaires Jinko. On a nos différents onduleurs Huawei qu'on a utilisés, deux onduleurs de 100 KTL et deux onduleurs de 150 KTL. Et pour le nombre de modules, autour de 1042 modules. Voilà les images. On a juste introduit une image. On pouvait introduire autant. Les informations sur le projet, ça nous informe sur, bref, sur un résumé sur le projet. Et on a beaucoup d'autres informations. Voilà, voilà. Voilà. Donc, en gros, voici comment l'entreprise Billvolt, n'est-ce pas, procède à partir du logiciel Akelios Pro, développé par l'entreprise de Trustwell International, pour pouvoir arriver à optimiser de manière idéale ces différents études et ces différents projets pour satisfaire non seulement la qualité du projet et aussi la qualité du rendu du projet. Voilà, je vais passer la parole à Fabien pour la suite de la présentation. Merci Jordan pour toutes ces précisions. Effectivement, donc là, vous avez bien fait, vous avez fait une passe sur tous les aspects du projet. Voilà, hein, s'il y a besoin, on pourra refaire une autre session, hein, pour donner un peu plus de détails, hein, sur certaines parties. On a essayé de répondre à toutes les questions, qui sont arrivées pendant le webinaire, donc n'hésitez pas s'il en reste d'autres à les, retranscrire, hein. Si jamais on n'a pas le temps, on pourra toujours revenir vers vous. Vous retrouvez également, sur l'écran les informations de contact, Trace Software. Merci beaucoup, Jordan, hein, pour cette présentation. Si jamais vous deviez, juste, bah, voilà, préciser un petit peu les éléments qui font la différence avec Archelios Pro, Jordan, à Euh, ceux qui vous ont regardé ce matin? Bon, effectivement, l'avantage de Achilles Pro, c'est qu'en fait, c'est un outil qui est simple à utiliser déjà. C'est très, très simple à utiliser parce qu'en fait, c'est vraiment détaillé. Et l'autre gros avantage, c'est qu'en fait, même pour les débutants, il y a des vidéos sur chaque onglet. Il y a l'onglet tout simplement au-dessus qui permet de visualiser directement une vidéo YouTube pour voir à quoi c'est l'élément, comment est-ce que l'a configuré, comment est-ce que l'interpréter, comment est-ce que prendre en compte l'outil. Et s'il faut aller beaucoup plus loin avec Achelios Pro, tous les logiciels, tous les projets qu'on a réalisés avec Achelios Pro et qu'on a réalisés en fait, nous sommes très, 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 très proches des valeurs attendues. Par exemple, si on avait un ratio de performance d'environ 90%, on se rend compte qu'effectivement, sur le site, on peut être autour de 89,5, 90, 91,5. En fait, nous sommes vraiment proches du rapport des performances entendues. Et c'est un élément vraiment recherché pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir, n'est-ce pas, rassurer non seulement le maître d'ouvrage et aussi ses rassurer en tant que maître d'œuvre sur les différents projets. Donc vraiment, c'est un outil que j'apprécie beaucoup. Et aussi son onglet qui communique directement avec le comité, vraiment, ça, c'est vraiment très, très bien pour l'autoconsommation, que qu'en soit personnelle ou alors collective. Très bien.
Merci Jordan. Donc, a priori, on n'a pas d'autres questions qui arrivent, donc on va pouvoir, clôturer cet événement. Merci beaucoup pour votre intervention, heu et dans ce cas-là, je ne sais pas si vous avez, quelque chose à ajouter Jordan? Moi, je pense que ça va. En fait, en ce qui concerne la suite, s'il y a d'autres difficultés ou autres, ils peuvent directement, même à partir des LinkedIn, où on suit beaucoup d'entreprises qui évoluent également dans le secteur, parce que l'objectif ici, en fait, c'est de décarboniser au maximum l'énergie que nous consommons au quotidien. Donc, s'il y a des difficultés autres, vous pouvez nous poser directement à partir de notre page LinkedIn, Bivolt, ou alors directement à partir de notre site web bivolt.fr, et on va répondre en instant. Effectivement, hein, si effectivement vous voulez rentrer en contact avec Jordan, on pourra aussi faire le transfert au niveau des contacts. Très bien. Merci beaucoup Jordan. Je vous souhaite une, belle journée à tous et merci pour votre présence. Belle Bah, journée. c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.